Une exposition virtuelle a été l'occasion de rapprochements au sein de l'espace personnel. Les rencontres se font également de l'autre côté, dans l'espace professionnel. Il faut préciser par ailleurs que chaque être vivant et chaque outil devra produire autant, sinon plus d'énergie qu'il consomme. Et nous en sommes justement à la seconde phase du projet Toile, celui du prototype, qui nous aidera à vérifier comme à affiner nos prévisions. C'est ainsi que Wedelsborg, professeur associé en biophysique, conclut sa présentation à Luciana et à Lucas, après les avoir remerciés de leur engagement. Il leur explique ensuite ce qu'il attend d'eux. Donner beaucoup de soi-même, cela va sans dire, mais donner autant de sa personne que de son intellect. L'échantillonnage cutané sera un moment important, sinon déterminant de l'étude, et il est nécessaire qu'il soit double, féminin et masculin. Claire félicite également son trinôme pour avoir répondu présent à leur appel, réel gage de complétude du projet. Une peau féminine et une peau masculine, et entre deux, une échelle de potentialité des plus larges. Car l'objet de l'étude est bien celui-ci, mettre en œuvre une peau, un textile, et y intégrer des capteurs par pliage de l'ADN. Fabien, second professeur associé, spécialiste en spintronique, insiste sur la nécessité de développer des nanocapteurs dans le cadre d'une reconnaissance globale de l'ADN, afin que le pliage puisse s'effectuer sur n'importe quel support génétique. Claire intervient auprès de son trinôme. Ont-ils des questions ? Lucas est curieux de savoir pourquoi un pliage de l'ADN et pourquoi pas une simple intégration des capteurs à l'ADN tel qu'il est naturellement. Parce que l'enjeu est multiple. Plier l'ADN, c'est travailler sur le design du vivant. C'est aussi mettre en œuvre un motif spécifique pour répondre aux exigences techniques de la toile. Le silence tapisse l'atmosphère jusqu'à ce que Luciana décroche une prochaine question. Les laboratoires. Fabien invite le trinôme à les suivre vers une double porte à l'apparence de coffre-fort qui coulisse en une demi-seconde. Le groupe pénètre dans une salle sombre et aveugle dans laquelle se côtoient de façon apparemment anarchique toutes sortes de machines. Des containers isolés, reliés par des tubes de dimensions et de matériaux tout aussi variables. Fabien en fait état des lieux, d'abord le labo d'Elecom et en particulier des derniers outils créés pour le projet. Des lunettes hologrammiques, d'abord pour les prévisualisations digitales, et un échantillonneur pour tester en temps réel les encodages sur l'ADN. Une machine que partageront Lucas et Luciana dans le laboratoire de Génotech qui jouxte celui-ci. Cette machine est elle seule un laboratoire, suffisamment longue pour y observer la trajectoire des électrons et suffisamment haute pour y stationner debout. Le biophysicien leur montre plus loin le simulateur de densité grâce auquel ils analyseront cette fois-ci le comportement de la toile encodée, sous d'autres conditions atmosphériques, d'autres conditions gravitationnelles. Les deux nouvelles recrues écoutent attentivement la somme d'informations à enregistrer. Tout est neuf, mais personne n'a le temps de s'appesantir. Soit leur adaptation à l'environnement physique et humain est spectaculaire, soit ils en font immédiatement abstraction, pour ne se focaliser que sur le textile à construire, leur mission. Luciana connaît le matériel de laboratoire, Lucas le découvre, mais sa jeunesse, sa curiosité et son intelligence devraient accélérer le processus d'adaptation. Pour le reste, la scientifique fait confiance à sa créativité, à sa capacité à inhiber ses réponses immédiates et automatiques et à laisser émerger des idées originales. Sans oublier qu'ils sont 3 plus 2 dans l'aventure. Découverte du laboratoire génétique à présent, juste à côté. Un vaste volume statique qui invite à se poser. Il contraste avec le laboratoire spintronique par sa clarté et sa blancheur. Les meubles bas, en polypropylène et autres résines vestiges de la grande époque de la pétrochimie, sont tous blancs. Et les paillasses, toutes en verre, illuminées en sous-face. Seul point commun entre les deux laboratoires, être aveugle. Aucune ouverture sur l'extérieur, sécurité oblige. Les sources de lumière sont intégralement artificielles. Un générateur est couplé à l'alimentation en électricité de l'Institut en cas de panne accidentelle ou volontaire et lui en assure une autonomie totale. Fabien leur fait savoir qu'en sous-sol, 2 niveaux bétonnés organisés en complexe urbain peuvent accueillir les populations prioritaires pour un repli total et autarcique d'une durée de 5 ans.
Et après ? Après cela, nous aurons certainement besoin de faire passer un test à Lucas. Il faudrait vérifier ses capacités respiratoires en chambre hypoxique. Claire ne peut s'empêcher d'intervenir en questionnant l'intérêt d'un tel test. Aucun, la rassure Wedelsborg, mais c'est la règle qui prévaut pour tout testeur impliqué dans le labo génétique. Tout testeur ? Claire ne comprend pas alors pourquoi Luciana n'y est pas invitée. Parce que pas de test sur sujet féminin, une raison suffisante dont la directrice de recherche devrait se satisfaire. Raison insuffisante d'après Claire. Alors disons, principe de précaution. Principe de précaution, il y aurait donc un risque majeur. Fabien coupe court et ajourne la question jusqu'au prochain comité scientifique. Lucas et Luciana comptent les revers et les points sur cette balle de match. Lucas s'aventure à une éventuelle visite des sous-sols. Les deux directeurs de laboratoire s'interrogent mutuellement du regard et Fabien conclut sur un « pourquoi pas ?» en invitant le groupe à le suivre de nouveau. Ils quittent les lieux, laissés libres pour la toile, empruntent un long couloir bordant un patio, traversent un hall animé au bout duquel ils aperçoivent enfin l'ascenseur blindé. Fabien appose la paume de la main droite sur le coffre de porte pour la reconnaissance biométrique officielle de sécurité. Les portes s'ouvrent et se referment, aussi lentement que la descente. Personne ne fait de commentaires. Il règne autant de curiosité que de doute, à savoir à quoi peut ressembler la vie dans une ville sans elle et souterraine. Les doubles portes intérieures puis extérieures s'ouvrent sur un large couloir gris ciment. Le plafond est immensément bas qui confère à l'espace une dynamique inutile, une invitation à la course dans un couloir sans fond, aux limites à peine perceptibles. Le scientifique active les luminaires et tout s'éclaire. Une sauvegarde des populations est ici proposée et organisée autour de dortoirs et de sanitaires. Les dortoirs sont de larges pièces dans lesquelles s'alignent des rangées de lits superposés par 3, ce qui, compte tenu de la faible hauteur sous plafond, offre une tranche de sommeil d'environ 50 cm de haut. Autour de Luciana de soulever une interrogation. Qui sont les populations prioritaires ? Fabien ne peut accéder à sa demande, pour la simple raison qu'il n'en sait rien et qu'il n'a pas accès à cette information. Elle se trouve au niveau supérieur. Parce qu'il y a aussi un niveau inférieur à celui qu'ils sont en train de visiter, ce que leur laisse entendre leur guide. Pour l'heure, ils débouchent sur un large hall en ciment et en déchets recyclés, compressés. Un vaste lieu de séjour éclairé par des luminaires imitant les variations lumineuses du jour. Répartis en étoiles autour de ce hall, un réfectoire, une bibliothèque, un auditorium, une salle de jeu, puis un nouveau hall d'entrée vers ce qui est annoncé comme un centre de soins d'urgence, et enfin, une baie vitrée sur une première salle aménagée de tables basses, une garderie associée à une école. Au 3e sous-sol, enfin, le stockage des vivres lyophilisés et le centre de recyclage des urines, au cas où l'eau viendrait à manquer. Voilà pour la survie. Quant à la vie, précise Wedelsborg, il en va à chacun de la réorganiser, le temps que tout soit réparé en haut. Je vous propose d'interrompre la visite ici, car il y a encore des kilomètres de galeries et de salles sensiblement identiques à ce que vous venez d'apercevoir. Entendu, demi-tour pour rejoindre l'ascenseur, mais Fabien leur indique une sortie intermédiaire non loin de leur position. Claire s'étonne qu'ils connaissent aussi bien les lieux sans en connaître les occupants potentiels. Une sensation étrange la taraude tout de même, qui se cristallise sur une question à choix multiples. Vaut-il mieux périr dans un accident ou périr de claustrophobie ? Et qui sait, avec un peu de chance, elle ne fait peut-être pas partie de la shortlist. Lucas, de son côté, est ébahi par les moyens mis en œuvre pour assurer la protection des citoyens. Il est aussi rempli de fierté, celle d'avoir le privilège de pouvoir accéder à ce lieu dont il n'avait absolument pas connaissance, bien qu'il ne fasse l'objet d'aucun secret défense. Peu importe, il apprécie la visite, son statut et ne s'inquiète pas du reste. Autre ascenseur, même gabarit. La fin de parcours s'ouvre sur un autre couloir. Le code couleur a changé. Jaune-orangé au niveau de l'aile dédiée à la toile, il est à présent bleu pâle, signe que le point de départ se situait à l'ouest et que le point d'arrivée se termine par l'aile nord de l'Institut. Voilà pour le détail de repérage. Pour ce qui concerne la globalité, tout est lisse et répétitif.
Centre-Sud. Le trinôme se retrouve en fin d'après-midi au dernier bar, histoire de passer en revue la journée et toutes les autres journées. Le dernier bar avant la fin du monde est une idée de Lucas qui, sur recommandation de ses amis, avait envie de le découvrir depuis longtemps sans jamais avoir trouvé le moment ni l'opportunité. Le trinôme se donne rendez-vous sur les lieux, mais une fois à l'intérieur, Lucas constate qu'il va aussi falloir saisir une autre chance, celle de trouver une table ou des assises libres. Les Chesterfield, mieux vaut les oublier, ils ont été pris d'assaut. À défaut, il reste le comptoir, bien calé entre quelques modèles de robots humanoïdes à l'échelle, et s'il devait être trop serré, il leur reste toujours la station debout, n'importe où. Claire et Lucas consultent la carte, tandis que Luciana prend discrètement des nouvelles des enfants via son implant cochléaire. Claire est perplexe quant au choix d'une boisson, la carte est trop fournie. Les noms des cocktails, inspirés des super-héros et des jeux de rôle, ne lui indiquent rien qu'elle connaisse. Dans l'embarras de son choix, elle préfère s'enquérir des nouvelles des enfants, auprès de Luciana. Comment vont, s'interrompt-elle, se souvenant avoir proposé de garder le secret sur leur existence. « J'aimerais ne pas rentrer trop tard ce soir, conclut Luciana. Ok, entendu, oui. Prenez ce que vous voulez, pour moi aussi. Je reviens dans un instant, continue Claire. Qu'est-ce que tu prends ? Propose Lucas. Je ne sais pas. Alors je te conseille un AD10 PV. Très bien, pourquoi pas. Dis-moi, tu es encore étudiant, c'est bien ça ? C'est ça, étudiant en génie électrique, en phase de démarrage. Mais bon, c'est un démarrage qui ressemble presque à un achèvement. Je veux dire, c'est inespéré de pouvoir participer à ce genre de programme si tôt, en fait. J'ai beaucoup de chance, en fait, oui. Enfin, comme vous, j'imagine. Ou comme toi, enfin, je sais pas. Ou plutôt, je veux pas paraître indiscret. Je sais pas trop où ce programme va nous emmener, mais je me demande si je suis pas plus curieux de l'issue que de l'objectif. Je veux dire en termes d'ouverture, sur d'autres thématiques, d'autres horizons. Peut-être c'est pareil pour vous, enfin toi. Luciana le fixe pour ne pas perdre le fil, se laisse emporter vaguement ailleurs par le flot de son discours, ce qui n'échappe pas à son interlocuteur. Il faut me le dire si je parle trop, on me le reproche assez souvent. Cette analyse pertinente laisse Luciana sans réponse, mais franchement détendue et à la limite décomplexée. Non, quelle était ta question ? Le programme. Lucas reformule sa question à propos de sa curiosité concernant le programme et la suite. Luciana s'étonne, reprend le fil de ses pensées, perturbée par la foule oppressante, et essaie de continuer la conversation en cherchant une suite logique. Lorsque Claire réapparaît, s'extirpant de la foule pour atteindre son trinôme. Ce qu'elle réussit finalement, et ses premiers mots sont dédiés au confort d'urgence, à savoir « ont-ils été servis ?» Réponse négative, qui a au moins le mérite de sortir Luciana de son embarras. Leur verre arrive un instant plus tard, mais le comptoir est aussi difficile à atteindre que le trinôme. Claire traverse finalement la foule, salue des inconnus au passage, mentionnant qu'elle ne fait que passer et qu'elle risque fort de repasser. Elle tend sa carte de sécurité sanitaire au barman, saisit les 3 verres qu'elle enserre dans ses doigts, la carte coincée entre les dents, et fait le même chemin arrière et périlleux. Premier objectif atteint, on se retrouve autour d'un verre partagé. Se retrouver est une chose, mais partager en est une autre, aussi périlleuse qu'une traversée sans filet. La musique, les voix qui tentent de se faire plus fortes que la musique, et au final, rien de clairement audible pour personne. « Attendez, suivez-moi », reprend Claire. Ils la suivent machinalement tant il est difficile de poser la moindre question. Voilà, on sera mieux ici pour discuter. 4 mètres carrés rien que pour nous, lumière à la juste température, retransmission audio ultra haute définition. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la présentation ? Ah, c'est vrai que c'est bien pour des toilettes, continue Luciana. Je parlais du projet. Vous êtes satisfait de la présentation de Wedelsborg et de Fabian ? Oui, pardon, je voulais dire, je suis très fière de pouvoir concrétiser mes recherches dans ce type de projet. Et toi, Lucas ? C'est pareil, comme je disais tout à l'heure à Luciana, c'est même complètement inattendu. J'étais censée partir pour une ascension dans la cordillère des Andes, mais un de mes coéquipiers a eu un accident. Et d'une certaine façon, c'est un pur hasard. Je me suis retrouvée sur les concours communs et sur la toile. Mais le hasard fait parfois bien les choses. Le hasard fait toujours bien les choses, insiste Luciana. Claire peine à entendre son histoire. Il lui semblait que leur rencontre tenait à tout, sauf à du hasard.
Elle apprend à présent qu'il fait de l'alpinisme, motif probable des tests en chambre hypoxique réclamés par Wedelsborg, mais qui invalide par la même occasion tout principe de fortuité. À quelle altitude vous comptiez monter ? 6009. La Concagua culmine à 6900 mètres d'altitude, mais c'est pas le sommet le plus difficile à atteindre. Les plus difficiles sont ceux de l'Everest, le Nanga Parbat et le K2, pour ne citer que les plus connus. Et tu fais de l'alpinisme depuis longtemps ? Non ? Depuis 2 ans seulement. J'ai commencé naturellement par l'escalade il y a 10 ans. Ah oui, naturellement. Au fait, c'est Fabian qui est en charge de la Villa Brie, dit Lucas. En charge, je crois que c'est beaucoup dire. Disons qu'il connaît bien les lieux. Tu sais, l'Institut, c'est un peu comme chez lui. Alors, je ne suis pas étonnée qu'il en connaisse les moindres recoins. Claire reste pensive un instant, en se remémorant le numerus clausus de la Villa Brie, mais reprend aussi vite le fil de la conversation. Je vous propose d'avancer pour commencer chacun de votre côté. Dès que Luciana aura isolé l'ADN et l'ARN de vos prélèvements, vous pourrez dégrossir la question des capteurs et de leur appariement. Le plus important, c'est d'identifier la molécule qui va nous permettre d'assurer la liaison entre l'ADN et les capteurs. Avant ça, Lucas, tu pourras d'ores et déjà réfléchir à des motifs de pliage. D'accord, mais quel lien avec l'encodage ? Oui, tu as raison, le motif n'est pas l'objectif, mais il est important pour définir l'élasticité de la toile et par extension son tissage. C'est d'ailleurs certainement la séquence codante induite par les connexions qui nous induira le motif du pliage. Ça me semble tellement... Laisse en suspens Lucas. Tellement quoi ? Complexe et fascinant. Ça l'est. Mais ne t'inquiète pas, l'équipe est solide et le projet déjà éprouvé sur pas mal de points. On avance ensemble et chacun à notre niveau. Le plus important, c'est que tu sois capable d'exprimer tes doutes et tes limites. C'est pareil pour toi, Luciana. Même si tu as plus d'expérience dans ton domaine, le projet est nouveau pour tout le monde. On accepte tous la part d'expérimentation et d'inconnu aussi. Les visages se détendent. Claire plaisante à propos du dernier bar. Elle propose même d'y revenir et de réserver les boissons et les toilettes la prochaine fois.